Je vous dis bonjour à toutes et à tous. À cette occasion de la Nuit des Étoiles de 2021, je vous invite à réfléchir au passage du monde clos des anciens à l'univers infini des modernes, pour reprendre le titre d'un célèbre ouvrage. Alors, si l'on cherche à se représenter le monde tel que les anciens le concevaient, il convient de se tourner du côté de la philosophie d'Aristote. Non pas parce que cette philosophie nous propose un exemple de la vision antique du cosmos, mais bien parce que la philosophie d'Aristote est, à cet égard, exemplaire. Elle est un modèle de représentation du monde tel que les anciens pouvaient l'envisager. Alors, pour Aristote, le monde possède trois grands caractères. Le monde ici, ça n'est pas simplement la Terre et son environnement immédiat. Le monde ici, c'est le cosmos. Le monde possède donc trois grands caractères. Premier caractère, le monde est clos. Alors, il est clos, il faut se le représenter ici comme une sphère, c'est-à-dire comme une totalité à l'intérieur de laquelle il y a la nature, le monde de la physique. Et cette sphère possède donc un centre et une périphérie. Si l'on pose la question de savoir ce qu'il y a au-delà de la limite de cette sphère, il faut envisager une réalité qui n'est plus physique, comme tout ce qui est à l'intérieur de la sphère, mais une réalité qui est métaphysique. On pensera ici au premier moteur, ou à la cause première du mouvement, à la cause qui ordonne ce qui est à l'œuvre à l'intérieur du cosmos, ou pour dire les choses plus simplement, il faut penser ici à Dieu, c'est-à-dire à la perfection. Donc, le monde est clos, c'est le premier caractère dans la conception antique du cosmos, et s'il est clos, il possède un centre et une périphérie au-delà de laquelle il y a la perfection. Et le premier caractère ici du monde implique un deuxième caractère. Parce qu'il est clos, le monde est nécessairement hiérarchisé. En effet, si le monde est une sphère au-delà de laquelle il y a la perfection, lorsqu'on s'élève du centre à la périphérie, c'est-à-dire du bas vers le haut. Ici, on voit bien que si le monde est une sphère, il y a un bas absolu qui est au centre et un haut absolu qui est à la périphérie. Donc, si le monde est une sphère, lorsqu'on s'élève du bas au haut, lorsque l'on s'élève du centre à la périphérie, on s'élève du moins parfait au plus parfait. Ce qui signifie que dans la sphère, dans le cosmos, les lieux sont qualitativement différents. Ils ne sont pas de même nature. Il y a des lieux plus parfaits et des lieux moins parfaits. C'est intéressant parce que ça signifie là que les êtres dans le cosmos ont une place qui leur revient en vertu de leur nature. Il y a les êtres moins parfaits qui sont faits pour être en bas, et puis les êtres plus parfaits qui sont faits pour être en haut. Le monde ici est hiérarchisé, c'est-à-dire que chaque être a dans la nature, dans le cosmos, une place qui lui revient en vertu de sa nature, c'est-à-dire en vertu de son essence. Lorsque un corps céleste passe à proximité de la Terre, ou lorsque un corps céleste est en mouvement et qu'il va vers la Terre, pour un grec, ça signifie que ce corps-là tente à retrouver sa place naturelle. Donc, le monde est clos, et pour les anciens, et s'il est clos, il est hiérarchisé. Or, le deuxième caractère du monde, son caractère hiérarchique, implique un troisième caractère. Je le disais à l'instant, si un corps céleste tombe, il tombe pour retrouver sa place naturelle, puisque chaque être a dans la nature une place qui lui revient en vertu de sa nature. Ça signifie que, parce qu'il est hiérarchisé, le monde est finalisé. Alors, finalisé ici, il faut entendre que dans le monde, les mouvements ont un but. Ils se produisent pour quelque chose. Si je lâche une pierre et qu'elle tombe, le mouvement de cette pierre est un mouvement qui conduit la pierre vers le lieu qui est sa place naturelle. Donc elle tombe pour retrouver sa place naturelle. Pour, ici, introduisant l'idée d'une fin, d'un but. Alors, la conception antique du cosmos ici est tout à fait épatante, parce que si le monde est clos, hiérarchisé et finalisé, alors dans le monde, les choses ont un sens. Puisque l'idée de finalité, introduisant l'idée de but, la finalité c'est le but, l'idée de finalité introduit bien l'idée d'un sens. La nature, écrit Aristote, est au nombre des causes qui agissent en vue d'une fin.
Voilà, donc la nature poursuit un but. Et les êtres naturels, lorsqu'ils sont en mouvement, ces êtres-là poursuivent un but. C'est intéressant là aussi parce qu'on peut distinguer, il faut distinguer de ce point de vue-là, les mouvements naturels et les mouvements violents. Si je lâche une pierre et qu'elle tombe, le mouvement de cette pierre est naturel. Si je jette cette pierre vers le haut, ce mouvement arrache la pierre à sa place naturelle, tente à l'éloigner, de sorte que ce mouvement est un mouvement violent, un mouvement contre nature. La physique étudiera donc les mouvements de haut en bas de la pierre, et elle n'étudiera pas les mouvements de bas en haut, qui sont des mouvements contre nature, qui arrachent les pierres à leur place naturelle. On voit que cette conception du cosmos est rassurante. Ici, chaque être a une place qui lui revient dans la nature, et la nature est au nombre des causes qui agissent en vue d'une fin. C'est rassurant. Ici, on a une nature qui prescrit, qui dit ce qui doit être. Et l'on voit là à quel point cette conception antique du cosmos recèle une théorie politique. Si, à la manière d'Aristote, on soutient que l'homme est un animal politique, si on soutient que l'homme est par nature fait pour vivre en société, alors on soutiendra que la société juste est comme un petit cosmos. Cette société juste sera donc close, hiérarchisée et finalisée. Hiérarchisée. Hiérarchisée, cela signifie que dans la cité juste, chacun a une place qui lui revient en vertu de sa nature. À ceux qui sont faits pour commander les places élevées, à ceux qui sont faits pour être commandés les places moins élevées dans la société. On a donc une conception de la nature très rassurante, mais une conception de la nature qui pourrait bien justifier un ordre politique inégalitaire. Un ordre politique inégalitaire. Alors, il faut penser cette conception du monde si l'on veut comprendre à quel point la science moderne est très profondément révolutionnaire. D'abord, elle est révolutionnaire sur le plan épistémologique, dans le domaine scientifique. Ce qui est révolutionnaire chez Galilée, ça n'est pas qu'ils disent que la Terre soit ronde. Aristote dit que la Terre est ronde. D'ailleurs, Platon, avant lui, disait que la Terre est ronde. Et les pythagoriciens, avant Platon, soutenaient que la Terre est ronde. Donc, tous les savants ont toujours dit que la Terre était ronde. Et Ptolémée, qui est l'adversaire de Galilée, dit que la Terre est ronde. L'opposition n'est pas du côté de la rotondité de la Terre. Bon, simplement, pour Aristote, la Terre est au centre. Elle est au centre de la sphère. Alors, Copernic avait déjà soutenu que ce n'est pas la Terre qui est au centre, mais le Soleil. Et en disant cela, en substituant l'héliocentrisme au géocentrisme, il proposait une théorie révolutionnaire. Bon, mais révolutionnaire, mais si l'on dit que le Soleil est au centre et non pas la Terre, on soutient qu'il y a un centre. Et donc, en disant que le Soleil est au centre du cosmos, on ne rompt pas avec la représentation d'un cosmos clos, et donc, pourquoi pas, hiérarchisé, et donc nécessairement finalisé. Ce qui est révolutionnaire chez Galilée, ça n'est pas l'affirmation de la rotondité de la Terre. Ce n'est même pas seulement l'idée que la Terre soit en mouvement autour du Soleil. Ce qui est révolutionnaire, c'est l'idée que l'univers est infini. Alors, Galilée est un scientifique, et de ce point de vue-là, il est prudent. Il dit rien ne permet d'affirmer que l'univers est fini et borné plutôt qu'infini et non borné. Donc, c'est un scientifique. Donc il invente d'ailleurs dans sa démarche ce qu'on appellera les sciences d'observation, ou les sciences expérimentales, et il est prudent, comme tout scientifique. L'infini n'est pas l'objet d'une expérience possible, mais rien ne permet d'affirmer que l'univers est fini et borné plutôt qu'infini et non borné. Et si on raisonne à la manière de Galilée, on soutiendra que l'univers est infini, et là on a une théorie révolutionnaire, véritablement révolutionnaire, parce que si l'univers est infini, s'il n'est pas clos, alors il n'y a pas de hiérarchie naturelle. Alors il n'y a pas un centre et une périphérie. Ou, pour reprendre la très belle formule de Pascal, si l'univers est infini, alors l'univers est une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Donc, en affirmant que l'univers est infini, on fait exploser la représentation antique du cosmos comme réalité close, ordonnée parce que close, ordonnée selon une hiérarchie, et ordonnée selon une hiérarchie qui fonde la finalité qui est à l'œuvre dans le cosmos. Donc si on soutient que l'univers est infini, il n'y a pas de hiérarchie naturelle. Dans la nature, il n'y a plus que des lois, des rapports de force.
Et ces lois expliquent mécaniquement ce qui est à l'œuvre à l'intérieur du cosmos. Par conséquent, il n'y a plus de finalité. Alors, il n'est pas interdit d'envisager une finalité naturelle, dans la perspective moderne, mais on ne peut plus le faire que métaphysiquement, en introduisant l'idée, par exemple, d'un Dieu créateur ayant créé le monde comme une immense horloge, une horloge dont les mécanismes infinis poursuivraient un but. Mais pour le scientifique, tout ça, c'est de la métaphysique. Si je suis scientifique, je ne perçois plus dans la nature qu'une réalité matérielle régie par des lois mécaniques. Donc, je ne perçois plus de sens dans la nature. Dès lors, du point de vue scientifique, la nature, infinie, n'est pas hiérarchisée, elle n'est pas finalisée, et donc elle n'a pas de sens. Il y a là quelque chose de très profondément révolutionnaire sur le plan épistémologique. C'est une rupture. L'univers infini est un univers qui ne dit rien, qui ne prescrit plus rien. On retrouvera ici l'inquiétude pascalienne. Le silence éternel des espaces infinis m'effraie. Le silence éternel des espaces infinis, puisque la nature ne dit plus rien. Elle ne prescrit plus rien. M'effraie, puisque ce caractère insensé de la réalité naturelle, évidemment, ne peut pas ne pas susciter en nous une inquiétude. Et il y a là quelque chose qui est une rupture par rapport à la conception antique du cosmos. Mais peut-être que se joue dans cette représentation d'un univers infini quelque chose qui est révolutionnaire, non pas seulement sur le plan épistémologique ou scientifique, mais bien sur le plan politique. Peut-être que la science moderne introduit une idée qui est politiquement subversive. Reprenons la belle formule de Pascal. Si l'univers est infini, c'est une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Donc, l'univers infini, ce sont des milliards d'étoiles, de galaxies, dans une espèce d'étendue sans fin. Mais si je raisonne ainsi, le centre est partout, et la circonférence nulle part. Donc tous les êtres sont au centre. Si je raisonne ainsi, tous les êtres sont au centre. Le centre est partout, donc chaque être humain est au centre. Chacun peut dès lors se faire centre de tout. Chacun peut dès lors revendiquer quelque chose qui n'est pas étranger à l'idée d'égalité. Finalement, la physique de Galilée est une physique révolutionnaire, scientifiquement, mais peut-être aussi également politiquement. Elle annonce quelque chose, elle annonce un monde homogène en toutes ses parties, un monde dans lequel les individus peuvent circuler sans qu'une place naturelle leur soit assignée, et un monde dans lequel cette circulation est une circulation d'individus égaux. Alors évidemment, la science elle-même ne dit pas ça, puisque la science ne pense pas l'homme en tant qu'homme. Elle pense le monde en tant qu'il est composé simplement de réalités appartenant au monde et régies par des lois mécaniques. Si on s'en tient à la science galiléenne, on a affaire ici à une science de la nature. Mais cette science de la nature dit quelque chose du rapport de l'homme à la nature. Parce que si la nature est ce dont la science dorénavant nous parle, alors la nature ne dit rien, ne prescrit rien. La nature ici est un espace infini dans lequel l'homme peut circuler, non pas en tant qu'être qui a une place naturelle, mais en tant qu'être qui est toujours au centre de tout. Et si tous les hommes sont tous au centre de tout, alors tous les hommes sont égaux. Voilà donc le passage du monde clos des anciens à l'univers infini des modernes. Ce passage-là signifie une très profonde rupture. C'est une rupture dans nos représentations de la nature. Mais il se joue dans ce passage-là également une rupture dans la représentation que l'homme a de lui-même. Finalement, lorsque nous tournons nos regards vers le ciel, lorsque nous percevons ces étoiles d'ailleurs dont la science moderne nous dit qu'elles sont tellement éloignées que lorsque nous les percevons, nous percevons une lumière qui nous arrive d'un passé très très lointain. Il y a d'ailleurs peut-être autant de passés qu'il y a de points lumineux dans le ciel, puisque chaque point lumineux nous vient de régions plus ou moins éloignées de l'univers. Mais lorsque nous tournons nos regards vers ces myriades d'étoiles, nous ne nous
nous éloignons pas de nous-mêmes dans le fond, hein, lorsque nous les regardons, lorsque nous contemplons ce que nous pouvons contempler du cosmos, nous qui ne percevons qu'un entre-deux, hein, qu'une apparence du milieu des choses, nous qui sommes pris, comme le dit Pascal, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, lorsque nous percevons cet entre-deux, hein, ce milieu des choses, hein, nous sommes renvoyés à nous-mêmes. Nous pensons notre place dans le monde, et si nous pensons le monde comme les modernes nous invitent à le penser, alors nous pensons que nous sommes des êtres d'égalité, et qu'il n'y a pas d'ordre politique légitime qui puisse trouver un quelconque enracinement dans l'idée d'un ordre hiérarchique naturel. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un nouvel objet de réflexion.